Bienvenue dans ce podcast en séance avec Benoît et Claudia. Donc on est vraiment heureux de vous retrouver ici pour cet épisode 3. Et voilà, Benoît, comment tu vas toi aujourd'hui? Ben merci Claudia de me poser la question. Écoute, ça va super bien. Ici à Montréal, c'est un podcast sur deux continents. Moi, je suis à Montréal, toi, tu es en France, Ouais. au Québec et en France. Donc ça va super bien. Je suis très content d'être là pour notre troisième échange et avec des thématiques qu'on a un petit peu brainstormé avant et on s'enligne pour parler de couple, Mhm. de communication dans le couple, d'intelligence émotionnelle dans le couple. Moi, j'ai un peu retenu ça. Je sais pas si c'est des Ben thèmes ouais, qui te parlent. allons-y pour ça. Et puis laissons venir aussi ce qui va se présenter dans notre échange parce que une des caractéristiques aussi de ce podcast, c'est qu'on laisse la place à la spontanéité, un peu à l'improvisation si on peut dire, parce que on n'a pas non plus forcément préparé exactement le plan de ce qu'on allait dire. Et justement, en me connectant, je me disais ça aussi. Je me disais, tiens, mais peut-être qu'on aurait dû structurer, peut-être que. Puis en fait, il y a une partie de moi qui dit non, quoi. Parce que en fait, enfin, je sais pas toi, mais moi, quand je vais dans une séance de psy, ben, je réfléchis pas tant que ça. Je laisse venir. Mhm. Et quand je reçois quelqu'un aussi, alors oui, je relis mes notes, mais j'aime bien laisser la place à ce qui est là et ce qui émerge aussi dans l'instant. Et l'anticipation pourrait, c'est pas grave d'ailleurs, hein, mais orienter, influencer, alors que si on se laisse là dans l'accueil de ce qui est là, on va voir ce qui va émerger. Parfait. Ben ouais. Moi, en tout cas, c'est l'énergie que ça amène, là, l'espèce de s'enfiler, puis d'improvisation, fait que je suis en joie de commencer ça avec toi. Puis les thèmes dont je parlais, c'est vrai que ça reste des thèmes très communs, mais en même temps qui touchent tout le monde. La relation, Ah oui. tu sais, dans le cas affectif, tout ce qui se passe, tout ce qui est à l'œuvre, tout ce qui est en jeu, c'est vraiment étourdissant. Il y a beaucoup, beaucoup. Ben, j'ai presque envie de dire 90% des gens qui viennent me voir, moi, en thérapie, en tant que thérapeute, c'est pour des enjeux relationnels, affectifs. Oui. Mais oui, parce que en fait, effectivement, je parle de spontanéité et d'improvisation, mais on se rejoint et on se retrouve ici dans cette volonté de parler de la relation presque toujours aussi, hein, ça revient à chaque fois. Après, il y a différents milieux, différents espaces. La relation dans le couple, oui, qui est un espace très révélateur de nos blessures, de nos peurs, de nos doutes, de nos zones de confiance aussi, de là où on Ouais, en et est. de sécurité aussi. Sécurité ou insécurité. Ça, c'est Mm. fondamental. Et moi, là, cette dualité, est-ce que c'est sécure ou insécure? La personne que j'ai en face de moi, est-ce qu'elle me fait me sentir sécure, en sécurité? Vraiment, au sens presque physiologique du terme, puis vraiment la sécurité de vie ou de mort, entre guillemets, là, tu sais, ça peut paraître bizarre de parler de vie ou de mort à cet endroit-là, mais ça réveille des blessures. Des fois, quand je suis pas sécure avec une personne en relation, ça réveille des blessures qui sont très souffrantes et qui peuvent donner des espèces de pulsions de, comme fuite ou combat, parce que ça réveille quelque chose d'ancien et qui fait peur. C'est vie ou mort, là, limite. Mm. T'as souvenir d'avoir vécu ça, ouais, dans des relations. Ben oui, oui, parce que moi, j'étais un grand fuyant en relation. J'ai toujours considéré que j'étais plus en sécurité loin de la relation. Parce que dans la relation, si je m'engage, ben, l'autre, potentiellement, il peut me blesser, il peut me rejeter, il peut m'abandonner. Tu sais, si je m'attache puis que je suis rejeté, ça va être trop souffrant. Donc, je préfère me tenir plutôt loin. Mm. J'ai évolué sur ces sujets-là, j'ai fait mon bout de chemin, et donc je me suis positionne désormais plus dans une forme d'engagement, et parce que j'ai appris à me sécuriser. Mais étant inconscient de mon insécurité affective par le passé, j'ai pu me tenir loin de la relation, ou alors être en relation, mais pas complètement investi. Être en relation, mais un pied dans la porte. Ou tu sais, dans des relations, mais avec des espèces de filets affectifs. Tu sais, peut-être des anciennes petites amies qui n'étaient pas complètement closes. Tu sais, une espèce de truc pas clair, là. Et ça m'a amené beaucoup de confusion. Puis je me pensais libre, mais en fait, j'étais complètement enfermé dans une dépendance affective, une insécurité, due à une insécurité affective, tu vois.
C'est pas facile hein, de se voir soi-même dans son schéma, enfin, dans la relation et ailleurs, mais tu vois, effectivement, on entend ces termes-là, évitant ou anxieux, désordonné. Enfin, je me renseigne, j'écoute aussi pas mal de vidéos sur bah, voilà, les dynamiques qu'on a. Et c'est pas parce qu'on est Mhm. évitant qu'on n'est pas attaché à la personne. Euh, Enfin, et pourquoi je disais ça? Exactement. C'est parce que je ramenais ça à moi aussi. Et tu vois, moi, je me sens bien seule dans la vie. J'aime aussi l'idée du couple, mais je trouve un équilibre aussi dans la solitude. Et là, maintenant, je sonde pour voir est-ce que je fuis ou est-ce que c'est vrai? Mhm. Est-ce que ça m'arrange bien de me dire bah tiens, j'ai pas de compte à rendre, je vis ma vie, mon quotidien, et est-ce que c'est pour pas risquer justement la rencontre et l'attachement et la peur de peut-être être abandonné encore, quelque chose comme ça? Alors je me pose la question, j'ai un peu la réponse, je pense que c'est un peu des deux. Mhm. Il y a ce chemin aussi d'être bien avec soi pour encore mieux vivre la relation. Mais c'est vrai que d'être bien avec soi, ce que ça offre, c'est de plus demander à l'autre d'aller bah, combler ce qui manque. C'est un peu abstrait peut-être là, dans les termes, ce que je Ah dis. non, moi, en tout cas, je te suis Tu complètement. reçois. Oh oui. Pour moi, le bonheur et l'autonomie affective, c'est quand l'autre devient un ajout à ton bonheur, mais pas la condition de ton bonheur. C'est un Et peu oui, ça que tu es en train de dire, tu sais. et oui. Pour beaucoup de monde, dans la relation affective, là, le couple, l'autre est la condition à leur bonheur. Dès qu'ils s'éloignent trop, dès qu'il y a une remarque, dès qu'ils sentent qu'éventuellement il n'est pas investi, ils surveillent les messages, c'est la condition à leur bonheur Mm. et non un ajout. C'est là où j'apprends, où j'essaie de travailler avec mes clients pour comme développer une autonomie affective parce que dans ce temps-là, à ce moment-là, quand tu es dans cette attitude dans ta relation, tu n'es pas complètement libre. Et en plus, j'imagine, en plus, dans ces moments-là, tu adoptes des personnages, des masques, tu deviens un people pleaser, tu sais, tu fais plus attention aux besoins de l'autre qu'à tes propres besoins. Ça devient tout mélangé, là. Mm. Mais c'est vrai que c'est souvent après, c'est quand ça prend un cran un peu intense que les personnes viennent en séance de thérapie, hein. Moi aussi, j'ai beaucoup de cas comme ça, de difficultés de relations dans le couple, de communication, de compréhension. Et comment ensuite, effectivement, l'idée d'amener la personne qui souffre à voir que c'est pas l'autre le problème quelque part. Enfin, parfois ça l'est, hein, parce qu'il y a des relations aussi où c'est des choses inacceptables, mais enfin, ça l'est pas non plus. Tu vois, c'est quelle dynamique est entretenue euh, par l'un et par l'autre, et, euh, et d'aller voir qu'effectivement, c'est des zones insécurisées qui parlent. Ouais. Moi, je pratique une thérapie, beaucoup de la responsabilité, pour rebondir sur ce que tu dis. C'est que il faut, moi, dans mon livre à moi, en tout cas, j'ai toute forme de thérapie, mais il faut apprendre à se responsabiliser de ses blessures affectives. Si tu te responsabilises pas de ton passé, de ton vécu affectif et l'impact que ça a dans le présent, bah, tu vas te retrouver à réagir. C'est le monde extérieur qui va avoir du pouvoir sur toi. Il s'éloigne, oh, t'es anxieuse. Ou alors, à l'inverse, si t'es évitant, une personne qui te colle, oh, ça t'envahit, donc tu fuis. Puis désorganisé, tu me parlais des styles d'attachement, là, c'est un peu les deux. C'est comme loin, proche, je sais pas comment faire. J'abîme, j'auto-sabote parce que éventuellement j'en veux à l'autre de me faire sentir comme ça, en tout cas. Mais Fait que si tu te responsabilises pas de tes blessures affectives, ben, tu arrives dans la relation inconscient de ce que tu amènes comme blessure et de ce que ça crée comme dynamique relationnelle et comme système relationnel. Fait que, Mais t'as dit le mot tout à l'heure, j'avais envie de le dire en même temps que toi, c'est-à-dire là, dans ces moments-là où on reproche des choses à son partenaire, et c'est pas à enlever, hein, c'est justement l'occasion d'observer c'est quoi ce reproche et que ça raconte, mais là, je sais, c'est la personne qui reproche à l'autre donne le pouvoir à l'autre. C'est une histoire de pouvoir qu'on donne à l'autre, de nous faire du mal, de nous abandonner,
Donc attention, effectivement, c'est cette dynamique de à qui je donne mon pouvoir, si on veut. Et l'autre, il n'en a pas forcément conscience. Mm. Oui, Et tout ça est bien inconscient, hein, c'est sûr que... Mais c'est justement ça la thérapie, c'est de faire monter à la conscience des dynamiques relationnelles, des fonctionnements et des systèmes relationnels. ouais. De où ça part, quels sont les jeux de pouvoir, Mm. est-ce qui est à l'œuvre, hein. Parce que si tu ne l'as pas devant les yeux, tu fais juste que souffrir, puis c'est la souffrance qui t'amène en thérapie. J'ai mal, hein, je me sens abandonné. Tu sais, les gens commencent à avoir les mots, le vocabulaire, tu sais, je me sens rejeté, je me sens abandonné. Ouais, mais tu sais, est-ce que toi, tu portes spécifiquement une blessure d'abandon? Est-ce que donc, du coup, est-ce que tu n'as pas tendance à voir dans des gestes quelque chose de plus abandonnant que ce que c'est vraiment, genre? Mm. Vu que tu es sensible, moi, des fois, je compare ça à des allergies. Tu es allergique à l'infériorité. Si l'autre te fait sentir inférieur, tu tombes dans la colère défensive. Mais tu es allergique à l'infériorité. Tu es allergique à l'abandon. Personne n'aime se faire abandonner, mais il y a des gens qui sont particulièrement allergiques à ça. Mm. Moi, Mais aujourd'hui, ça n'a jamais été ma blessure, moi, l'abandon. Moi, l'abandon, à la limite, ça m'arrange. Tu sais. Au moins, tu sais, je vais faire mes affaires. Tu sais. Moi, c'est plus la culpabilité. Moi, j'ai une allergie à la culpabilité, à la honte, à ces trucs-là. Tu sais. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus de personnalités différentes qui vivent la même scène, tu vois, quelqu'un vivrait exactement la même scène que toi tu vis, mais elle porte cette blessure-là, elle va y voir de l'abandon. Et l'autre, toi, y voir de la culpabilité. C'est-à-dire que ça qui est merveilleux, c'est que tu prends justement l'expression de ta blessure dans ce moment-là. Et tu vois, moi, il y a quelque chose que je propose souvent en séance et j'aime bien le faire, et puis c'est assez éclairant, puisque comme le couple est souvent présent, puis ça parle après aussi hein, de comment était la relation, le modèle parental. Enfin, de toute façon, on peut remonter dans l'arbre généalogique. Et ce que je propose souvent, c'est tiens, bah, aujourd'hui, je vous propose qu'on aille faire une rétrospective de vos histoires d'amour. Et bah, voilà, on va prendre ce temps d'aller nommer ouais, voilà, les papillons dans le ventre, le plus ancien. Parfois, c'était même à l'école primaire. Et puis, tu vois, on fait une frise comme ça. Et puis, hop, 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 toutes les histoires. Waouh, ok. Et puis bon, déjà, ça remonte, ça vient me révéler pas mal de choses, des histoires aussi qui n'étaient pas vraiment achevées, bref. Et puis l'idée, c'était quoi en faisant ça? C'est quoi? C'est d'ailleurs, tiens, on va essayer aussi de voir quel est le point commun dans toutes ces relations. Et la personne bah, se voit témoin de son histoire. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi, à la petite phrase un petit peu choc, on va dire, à la fin, dire, ben voyez, le point commun, c'est quoi en fait avec toutes ces personnes-là? Alors, on en trouve, mais je dis, mais le point commun, c'est vous. C'est vous qui êtes toujours justement bah, merveilleusement attiré par ce profil-là qui doit éclairer quelque chose. Alors, c'est pas toujours évident hein, à entendre en face, mais c'est bien ça, l'idée d'aller montrer en face. C'est ta responsabilité d'être allé rencontrer ce type de profil et quelque part pour te rencontrer toi. Mm. Hmm. Ouais. Les patterns relationnels, là, c'est ça dont tu parles. Ouais. Pourquoi je rencontre toujours des mecs pour qui me font ci? Tous les Pourquoi, mêmes. c'est Mais non, ça? Pourquoi je c'est pas rencontre vrai. toujours des filles qui veulent me contrôler, Ouais. qui veulent tout gérer? Pourquoi je rencontre toujours des mecs qui, au début, c'est magnifique, puis après, il est distant, puis en tout cas, c'est vrai que c'est particulier. Et j'aime bien que tu parles de responsabilité encore, là, parce que pour moi, c'est fondamental. Pourquoi je suis attiré par ces personnes-là? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as à compléter, là, à mettre à la conscience, puis à compléter, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau compréhension, là, Eh oui, rationnel. parce que bah, de mon point de vue, de mon expérience aussi, hein, mais tant que tu n'as pas mis pour le coup la conscience ou la compréhension de pourquoi je vais toujours rencontrer je sais pas, des hommes indisponibles, bah, tant que c'est l'autre le responsable, bah, la prochaine relation, ça va être pareil. Hein. Donc l'avantage aussi d'y mettre de la conscience et de comprendre, c'est bah, pouvoir évoluer aussi dans la dynamique relationnelle, dans les rencontres. Ouais, ouais, ouais. On dirait que je sais pas pourquoi, mais là, ça m'amène à parler plus du côté masculin, parce que je suis un homme. Euh, c'est ça qui est un peu. On part de loin avec les gars en thérapie parce que
ils sont très intelligents, même la plupart du temps, ils découvrent une grande sensibilité. Mais j'ai l'impression que hommes et femmes, on part pas du même endroit pour comprendre ce qui est à l'œuvre, pour nommer ce qui est à l'œuvre. Ça m'arrive déjà d'avoir, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui me disent ah, mais je me sens comme ci, comme ça. Puis je leur dis ben donc c'est ça, c'est comme si tu n'étais pas important pour elle, quoi. Puis ils me disent non, c'est pas ça. Puis 20 minutes plus tard, ouais, c'est ça, hein, c'est comme si je n'étais pas important pour elle, hein. Fait que finalement, c'est de la non-valeur, c'est comme ça m'amène à une blessure de non-valeur, comme si j'avais pas de valeur. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas facile. Je sais pas si toi, avec les femmes, t'arrives plus rapidement à nommer des blessures ou des choses fondamentales. Mais j'ai l'impression des fois de pagayer pas mal avec les gars pour essayer d'identifier le mot, là. C'est quoi la blessure fondamentale qui dirige ta vie finalement? Ah, oui. Est-ce que c'est plus facile avec les femmes? Ah, je sais pas, je pense qu'effectivement c'est différent parce qu'il y a sûrement peut-être plus de vocabulaire, c'est ce qui me vient en t'écoutant, tu vois, de pouvoir nommer des choses, pouvoir exprimer, pouvoir être plus en lien avec l'émotionnel qui se joue en elle. Euh, Maintenant, ce que j'entends quand même aussi souvent parfois, c'est quand même des croyances. Attends, c'est parce il y a aussi bien sûr des faits et de la réalité, mais hmm, ça va peut-être être différent. Ça va pas être dans le sens où je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas ce que je vis, mais à l'inverse, de caler une vérité qui n'est pas vraiment la réalité. C'est-à-dire que euh, il ne m'aime plus, il ne s'intéresse plus à moi, c'est presque c'est décrété quoi, parce que comme c'est comme ça, si il m'aimait, il aurait fait ça. Ouh, non, c'est peut-être juste qu'il n'a pas le même langage, que attention aux interprétations. Mm. Ouais, ça c'est quelque chose, c'est vrai, hein. Ah, si tu savais à quel point j'ai pu aimer des personnes, des femmes en fait, mais sans le montrer par peur justement de m'investir ou de m'engager par peur d'être blessé. Tout ça a été très inconscient à ce moment-là, mais ouais, on a dû m'interpréter à maintes et maintes reprises comme étant pas intéressé ou pas investi, mais alors qu'en fait j'avais juste peur Et oui, parce que bah, pour le coup, comme de tu pas te être décris, sécurisé. étant donné que bah, tu te connais aujourd'hui, donc de pouvoir même rien que dire, bah, j'avais un profil évitant, c'est déjà intéressant de pouvoir le dire. Et l'évitant, il n'a pas moins de sentiments, mais c'est juste que, ouh, ah oui, il n'y a pas forcément le SMS régulier, la preuve de, machin. Mais ça veut pas J'ai dire. envie de te dire, un jour j'avais compris précisément c'était quoi les styles d'attachement, puis on dirait que j'ai envie de te le partager là parce que je Ah, ça trouvais que ma m'intéresse, ouais. synthèse était vraiment. Les styles d'attachement, je trouve c'est vraiment super intéressant, mais il faut faire attention à pas se mettre dans une case et à se définir avec une étiquette toute sa vie parce que ça bouge, Ouais. c'est fluide et c'est selon les personnes. Donc on a une tendance, mais je considère pas qu'on a un style d'évitant puis que c'est déterminé pour le reste de ta vie. Mais ouais, les styles d'attachement, j'ai dit évitant. En tout cas, les styles d'attachement, pour moi, il y en a trois, donc évitant, anxieux, puis désorganisé. Alors, il y a aussi, paraît-il, hein, le sécure. Oui, c'est vrai que je le dis même pas. Le 4. Je le dis même pas, puis c'est vrai que tu as bien raison de le dire parce que j'ai l'impression de me rapprocher de plus en plus de ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment agréable, hein, de se sentir en sécurité dans la relation. Ah. Mais Waouh. c'est Ce qui parce me que j'ai vient, développé c'est... mon autonomie affective. Ah, pardon. C'est parce que j'ai développé mon autonomie affective. Ça veut dire que l'autre n'est plus la condition de quoi que ce soit par rapport à moi. J'ai en dedans de moi quelque chose qui sait qui est inaltérable et qui ne peut pas être détruit. Et l'autre vient s'ajouter à ça. Donc, à ce moment-là, je suis plus dans des dynamiques de pouvoir, de peur, de perte, etc. Fait qu'en tout cas, juste pour le nommer, là, les quatre styles d'attachement, donc l'évitant, c'est celui qui va trouver de la sécurité loin de la relation parce qu'il a appris enfant il y avait des parents indisponibles ou invalidants. Donc, il sait que dans la relation, je vais recevoir
potentiellement de la souffrance. Donc, ma sécurité, elle est plutôt loin de la relation. Mm. Et Le voire style même, d'attachement, tu me diras aussi si je me trompe, parce que tu connais peut-être mieux que moi, mais c'est comme si en s'éloignant, il rendait service. Tu vois, d'aller préserver l'autre aussi de son émotion ou de quelque chose. je l'aurais pas dit comme ça, mais again, ça me bouscule pas plus que ça. Moi, dans ma lecture, c'est vraiment la relation à soi, là. Je trouve ma sécurité loin de la relation. Je sais pas si moi personnellement je suis sensible à la culpabilité, j'avais plutôt tendance à vivre de la culpabilité pour l'autre. Donc c'était pas exactement ce que tu as nommé. Je rendais pas service à l'autre là, je savais que je la blessais, Ah je oui, savais en que je étant remplissais loin. pas mon rôle. Puis donc j'étais plus dans la culpabilité que dans D'accord. rendre service. Mais, euh, voilà. Le style d'attachement anxieux, pour moi, c'est celui qui va trouver la sécurité proche de la relation le plus proche possible. C'est que enfant, il y a eu des moments où l'affection était là, puis des moments où elle n'était pas là. Puis comme un drogué, quand as eu la dose, mais que des fois, tu n'es pas sûr qu'elle sera tout le temps là, tu veux Hmm. t'assurer qu'elle soit tout le temps là. Donc, tu vas trouver ta sécurité proche. Tu vas Ouais. t'accrocher à ta source affective Ouais, pour parce que, la maintenir le plus proche possible. parce que si elle s'éloigne, t'es pas sûr que ça revienne, quoi. Donc, faut pas lâcher, Exactement. quoi. Exactement. Donc, sécurité loin de la relation fuyante, sécurité proche de la relation pour les anxieux. Puis, ambivalence, c'est là où c'est plus complexe, c'est que moi, je me considère un peu comme ça aussi, c'est que je vais avoir tendance à casser mon jouet. C'est que ma relation affective, elle me fait souffrir, puis je veux pas être proche, je veux pas être loin, mais je veux l'abîmer parce que je suis en colère que de me sentir dépendant d'elle. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Probablement que d'autres auront d'autres mots, mais moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Puis oui, le sécure, c'est celui que, comme je t'expliquais un peu tout à l'heure, pour moi, qui a réussi à développer son autonomie affective et qui a pu, ouais, ses blessures sont moins activées dans la relation parce que il sait qu'il a les ressources pour se sécuriser lui-même. Il a découvert à l'intérieur de lui la capacité à se sécuriser affectivement. Voilà, Et c'est ma sûr, là, à compréhension de mon la chose. avis, ceux qui nous écoutent devraient dire, ah, mais comment on fait pour être sécure? Et bah ouais, je sais pas s'il y a vraiment aussi un mode d'emploi petit 1, petit 2, petit 3, mais c'est justement en mettant de la conscience sur les relations passées, sur les enjeux, sur... Bah, parfois aussi, ça ramène à aller rencontrer le petit garçon ou la petite fille, hein, justement, puisque c'est bien là que ça s'est joué au tout départ, les premières relations. Ouais, Bien, moi, j'étais accompagnée à une époque où j'étais vraiment dans le manque euh, de mon compagnon, de pas assez de démonstration, de présence, et j'étais, oh, waouh, bah, tu vois, et je sais pas me définir vraiment exactement, je pense que c'est plutôt désordonné, quoi. Je crois que j'avais les deux aussi, anxieux, évitant, enfin. Et cette thérapeute me dit, écoute, je te propose de remplacer le manque par espace. Et là, tu ne manques de rien. Et cet homme te propose un espace. Alors, c'est vrai que c'est un peu raccourci, un peu résumé, mais quand même, là où j'en étais moi, ça m'avait fait un vrai tilt en me disant, oh, waouh, ok. Et waouh, c'est aussi, c'est comme... Ouais, qu'est-ce que je veux dire d'ailleurs? Je me perds peut-être dans cet espace, mais c'est de pouvoir apprivoiser le rien, d'être avec moi-même, d'être dans cet espace. Puisque en fait, c'est quelqu'un, c'était une relation saine, hein, où j'étais vraiment respectée. C'est juste que ben lui, il n'est pas dans la démonstration. c'est clair, il a fallu apprivoiser quelque chose qui était insécure quand lui il démontrait pas son affection ou son amour. Il a fallu que toi t'apprivoises, je Oui. parle d'espace, dans cet espace-là, ton insécurité, Ben, comme de quoi elle me parle. j'étais en capacité de voir qu'effectivement, c'était vraiment mon insécurité qui parlait. C'était vraiment des peurs plutôt archaïques, que c'était pas en lien, puisqu'en fait, je pouvais aussi nommer ça auprès de cet homme et lui dire waouh, ah ouais, là, c'est un peu compliqué, ci ou ça. Et puis il me dit, mais tout va bien? Ah, d'accord. Et donc j'ai pu là, à un moment, faire ce switch, même si ça peut-être ça paraît abstrait en le disant, mais de remplacer la sensation de manque par de l'espace. L'espace, et l'espace, c'est quoi? Bah, maintenant, dans ma définition, l'espace, c'est une zone de création. Tu as quand même dit quelque chose qui pour moi me semblait important d'être souligné, c'est que tu as quand même été voir l'autre Ah oui, pour valider ou vérifier. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire et qu'on pense même pas à faire.
Je veux juste le dire parce que c'est une bonne ressource, ça. Oui, oui, oui. Puis justement, là, on en revient pour le coup au thème de la communication. Et c'est ça qui sauve, oui. Même si j'ai entendu aussi des accompagnants qui disent oui, non, on dit que c'est que la communication, mais quand même. Alors qu'est-ce que ça veut dire aussi communiquer? Ben, communiquer là dans cet exemple-là, c'est qu'effectivement c'est une relation saine, assez sécurisante et sécurisée, et lui est très sécurisé, enfin à peu près. Et je lui dis là j'ai peur, là je panique, là il se passe ci, là il se passe ça. Et donc il a pu m'expliquer son fonctionnement à lui. Et que ça n'avait rien à voir avec moi en fait. C'était son modèle à lui, enfin voilà. Et ça m'a apaisée. Et on apprend en fait à fonctionner comme ça. Et après, si ça me convient pas, bah encore libre à moi de dire bah non, ce modèle-là ne me convient pas. C'est ça aussi une des clés dans la relation, c'est de pouvoir aussi en faire le deuil si en face, la personne elle n'est pas en capacité de répondre à des critères importants. Ouais, ouais, il y a beaucoup de quiproquos, hein. À l'intérieur, le petit discours intérieur, ouais, mais ça va, il va changer, elle va changer, on va réussir à. Des fois, oui, bien sûr, évidemment, mais c'est important de voir quand tu. Pour moi, l'amour de soi, développer l'autonomie affective a trois axes: c'est se respecter en tout temps, choix de l'entourage et de l'environnement et l'affirmation de soi. Si tu fais ces trois choses-là sur une base régulière, comme du sport, comme une hygiène de vie, tu développes l'autonomie affective. Et souvent, on va se marcher dessus. On est dans une relation, mais on voudrait que ça marche. Vraiment, des fois, oui, hein, des fois, c'est possible. Mais c'est important de le voir. C'est pour ça que la thérapie, des fois, ça permet de prendre un pas de recul. Mais des fois, on se marche dessus, on s'écrase, on s'écoute pas, on se respecte Mhm. pas pour faire marcher une relation. Comme, je sais pas pourquoi j'ai l'image d'un chimpanzé qui essaie de faire rentrer un rond dans un carré, tu sais, des pièces de bois, là. Comme, ah, puis tu souffres, puis tu te demandes pourquoi. Ouais, mais peut-être que là, en ce moment, tu es très blessée, très anxieuse. Puis là, tu es en face d'un gars très évitant. Et, toi, tu peux faire ton bout de chemin, mais tu peux amener l'âne à l'eau, mais tu peux pas le forcer à boire en face. Si lui ne fait pas son bout de chemin non plus, et qu'il veut rien entendre de ça, Mm. ça se peut qu'il faille faire un deuil, en effet. Mais faire un petit pas de recul, c'est important pour bien comprendre ce qui est à l'œuvre, là. Mettre des mots sur cette souffrance. Et c'est ça que j'aime dans l'idée justement, tu sais, de poser sur le papier les relations et de voir la personne en face, elle ne peut plus trop fuir ou s'échapper devant les dynamiques qui ont été là et de reconnaître quelle est sa part quelque part. Bah oui, vous avez aussi accepté comme ton client patient, de ne pas être vu ou de ne pas être considéré. Vous avez accepté une certaine, parfois, de la maltraitance. Enfin, et, et finalement, le chemin vers la relation sécure, vers le, bah, c'est vraiment entre soi et soi à nouveau, hein. C'est qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, et pouvoir perdre un lien si ça colle pas, hein. C'est accepter la perte du lien, hein. Si c'est pas ok. Ouais. Qu'est-ce qu'on ferait pas par peur de perdre? Putain. Ouais. Par peur de perdre, et moi, beaucoup par peur de décevoir, tu sais, la culpabilité, Mm. par peur de blesser, par peur de. Je sais que j'ai entretenu des relations, je garde ça très flou, là, mais par peur de blesser, par peur de décevoir, par peur de vivre de la culpabilité, où je suis resté dans des trucs, des fois, un peu. Ouais. Moi, j'ai été aussi coincée dans des relations, tu sais, où ce qui me retenait, c'était ça se fait pas. Enfin, le regard extérieur de la Mhm. société aussi. Je suis mariée, voilà, divorcée, c'est waouh. Ça, c'est le poids de ah là là, et puis d'être comme un peu, j'ai pas le choix, parce que je me suis engagée dans cette voie-là, donc en fait, on va tout faire pour, tout faire pour. Bah oui, mais à un moment, c'est. Je veux peut-être bien croire qu'il y a beaucoup de solutions, peut-être pour beaucoup de couples aussi, si les deux sont dans la dynamique de vouloir euh, justement échanger, comprendre, prendre du recul. Il y a souvent aussi en séance, je dis, mais votre couple est mort, parce que bon, j'aime bien être un peu cash.
là, votre couple, il est mort, hein. Mais ça veut pas dire qu'il est fini. C'est-à-dire que là, l'ancien modèle, c'est faut arrêter, hein, ça fonctionne pas. Donc comment ça s'effondre et comment vous repartez, vous reconstruisez ça? Il y a un nouveau cadre. Mais s'il y en a un des deux qui est pas partant pour faire le bout de chemin, bah, parfois, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. L'idée, c'est pas de juger d'ailleurs ça. Bah, c'est plus sain de se séparer. Mm. Ça me fait un peu rire parce que je pense à... Moi, j'ai une dynamique évitante, même si aujourd'hui j'ai évolué là-dessus, mais souvent, ça m'arrive que dans mon bureau de thérapeute, j'ai un client qui me parle de son enjeu de couple, puis que je suis dans ma tête, je suis comme, fous le camp. Puis je le dis pas, mais je suis comme, non, il faut que tu t'en ailles. Non, mais ça marchera jamais. Puis je fais mon travail, il fait son travail, puis finalement, tu sais, je suis comme, j'avais pas vu que ça. C'est parce que souvent, moi, mon angle que je travaille avec les gens, c'est que j'ai une approche qui fait que les solutions émergent de eux-mêmes. D'autres approches font ça aussi, mais en tout cas. Et donc, j'ai fait comme, ah, mais j'avais pas pensé à ça, tiens. Il y a une ressource qui émerge chez la personne, puis finalement, s'ils font le bout de chemin avec le couple, puis finalement, ça évolue, puis je suis comme, mais moi, c'est drôle, mon premier réflexe, ça aurait été la fuite, Ouais, ou ouais, le jugement il y a des choses qui se sont passées dans le couple, puis pour moi, c'est pas pardonnable. Tu sais, c'est comme, ça s'arrête là. ouais. On fonctionne pas tous de la même façon, donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est important, la thérapie, pour identifier des choses que tu n'aurais peut-être pas forcément vues quand tu es le nez de collé dessus, là. Le problème relationnel, tu le vois pas. Ok, je peux peut-être laisser émerger des ressources que quand je suis collé là, tous les jours avec la personne face à moi, je vois plus. Ce que tu dis là aussi, moi, ça m'amène tu sais, à ramener à la posture de thérapeute. Parce que bah, on reste humain, hein, on reste aussi avec notre vécu, nos schémas, et en même temps notre capacité d'être là, dans cette posture d'accompagnant. Et j'aime bien ce que tu dis là aussi, c'est-à-dire que moi, dans ma voix intérieure, c'est «Ah, sauve-toi de là!» Et en même temps, ben, tu lui dis pas. Ah Et non. heureusement, parce que c'est son pouvoir à lui de décider ou non ça. Et pourquoi je dis ça? C'est que ouais, c'est bien à lui de faire le chemin. Et je me suis vue, bah, plus tard que ce matin, là, je me suis vue dans une séance aussi, une personne que je découvre pour la première fois. Et en fait, elle vient tout de suite me dire que elle est dans une relation d'emprise, si, ça. Et puis, en fait, quand je l'écoute, ben, je pourrais vraiment me dire, waouh, c'est pas acceptable. Effectivement, ça se fait pas. Non, non, bon, j'accueille, hein, j'accueille. Et je ne sais pas où est vraiment la vérité. Puis l'important, c'est la sienne, puisque moi, je suis là aussi pour accueillir là où elle en est maintenant. Mais en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, dans les séances, qui manipule qui dans cette relation? Moi, je n'ai qu'une personne, tu vois, et c'est toujours pareil. Quand tu prends un couple, tu interroges la femme séparément et l'homme séparément sur une même scène, tu dis, ils n'étaient pas au même endroit, c'est pas possible. Enfin, j'accentue un petit peu, mais encore une fois, le prisme, et je pense que si j'avais reçu son mari, ben, je me dis, j'aurais peut-être eu aussi le même genre de discours, tu vois. Alors, euh, pourquoi? C'est pareil, pardon, je dis des choses et après j'essaie de me souvenir pourquoi je le dis, mais c'est que ouais, c'est vraiment un travail d'enquête aussi, de pouvoir déposer, détricoter, et puis parfois on se sent victime d'emprise, mais parfois on met l'autre aussi dans une même dynamique. On est tous le bourreau de quelqu'un un jour, on est tous possiblement dans cette posture. Et, et en fait, bah, là aussi, moi, ce que j'aime amener en séance et pouvoir accompagner, c'est de... Parce qu'il y a une phrase souvent aussi qui vient, c'est «il m'a fait du mal, je lui ai fait du mal». Euh, Moi, là où j'en suis aujourd'hui, à un moment, c'est plus possible. Personne ne fait de mal à personne. Je sais pas comment tu penses ça, toi, mais à moins d'être en face de quelqu'un de psychotique, qui a vraiment une intention et une jouissance à faire souffrir, euh, bah non, il vous a pas fait du mal, vous avez eu mal. Et tant que vous pensez que c'est lui qui vous a fait du mal, vous entretenez ce statut et vous lui donnez le pouvoir de le faire. Ouais. Et ça, moi, dans ces cas-là, ça me parle de la difficulté de mettre une limite, la difficulté d'affirmer qui je suis, qui vient probablement d'une histoire où il a fallu s'effacer, où il a fallu se conformer à des attentes très importantes. L'authenticité puis l'individualité de la personne n'a pas pu s'accomplir complètement, puis tu te retrouves dans des relations où
attires des personnes qui, eux, vont se servir des autres un petit peu là, pour leurs besoins affectifs. Fait que tu es manipulé parce que tu es manipulable. Puis tu vas mettre la faute sur l'autre qui a le comportement à dénoncer, mais c'est plus noble d'être la victime dans ce type de dynamique relationnelle-là. Mais tu as ta part de responsabilité pareil. Puis je dis ça avec beaucoup de douceur puis de tendresse pour les personnes qui vivent des choses, parce que ça, c'est beaucoup de souffrance ce dont on parle là, tu sais. Je ne veux pas trop théoriser, ça vient avec Ouais, ouais, beaucoup de détresse. Mais le travail, quand je travaille avec du monde qui vivent ces enjeux-là, c'est de voir la responsabilité. Est-ce que j'ai besoin de quitter cette relation-là et que je ne sais pas le faire parce qu'il a trop d'emprise? Mais oui, mais si je reste là, c'est quand même ma part de responsabilité. Est-ce que j'ai du mal à dire ça, c'est inadmissible? Est-ce que j'ai du mal à m'affirmer? C'est quoi mon lien avec ma colère? Tu sais, est-ce que j'ai dû refouler ma colère toute ma vie? Mon agressivité saine? Le jour où j'ai découvert le terme d'agressivité saine, ça m'a fait comme, comment ça on peut avoir une agressivité saine? Oui, mais si quelqu'un te marche sur le pied, quelqu'un te pousse, quelqu'un t'agresse, est-ce que tu restes figé, puis tu t'assois, puis tu dis, excusez-moi, je voulais... Non, l'agressivité saine, c'est aussi ça. C'est dans le monde animal, il y a cette énergie-là pour défendre ton territoire, que ce soit physique, psychique pour les humains. Est-ce que tu as dû couper tout ça à un moment donné de ton développement? Probablement. Et l'impact, c'est qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec des gens qui viennent chez toi se servir, qui t'envahissent, parce que tu ne sais pas défendre ton territoire. C'est quelque chose à se réapproprier, ce lien avec la colère et l'agressivité moi saine. j'appelle ça parfois la colère d'amour. Euh, Peut-être que c'est un peu un synonyme à cette agressivité saine, mais la colère d'amour, c'est-à-dire que ce n'est pas contre l'autre, c'est pour toi. C'est voilà, cette limite par amour pour soi, c'est non. C'est ça, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'amour pour soi, l'amour de soi se développe avec trois ingrédients. Se respecter en tout temps, choix de l'entourage et de l'environnement, affirmation de soi. Mm. Si tu t'affirmes pas, si tu n'affirmes pas tes besoins, qui t'es, tes limites, ben, c'est sûr que ça se peut que tu attires du monde qui, eux, nourrissent leur vide affectif en allant le chercher chez les autres, en ayant du pouvoir, parce que c'est comme ça qu'ils ont appris dans leur développement, là. Mm. Je ne justifie pas les comportements inadmissibles, je fais juste qu'expliquer que moi, j'aime bien des fois me rappeler qu'il n'y a aucun bébé qui naît pervers narcissique. Il n'y a aucun bébé qui naît victime ou honteux ou coupable. Mm. Tu grandis dans un terreau où il y a des comportements que tu observes, tu subis des souffrances, tu développes des stratégies d'adaptation pour comme patcher, éventuellement survivre. Puis ça donne, si le terreau dans lequel tu as poussé est vraiment pas agréable, puis qu'il y a des dysfonctionnements, ça donne des adultes qui sont un petit peu tordu, plié, abîmé, mais pour moi, dans ma croyance profonde, puis c'est pour ça que je fais ce métier-là, il y a toujours en arrière de ces blessures-là une parcelle d'amour pour soi et pour les autres. C'est juste que ils protègent leur souffrance par des comportements, que ce soit de la victime ou du bourreau ou du sauveur. Mm. En tout cas, je m'égare un peu, mais ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, oui, il y a des enjeux dans toute relation, je pense, de couple, tout le temps. Enfin, puisque c'est un espace tellement révélateur de nous-mêmes. Euh, Après, effectivement, il y a différents degrés, parfois jusqu'à la perversion, la manipulation. Et à quel moment, nous, en tant que thérapeute, quand on a vu aussi, pris conscience quand même des fois de certaines dynamiques, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que voilà, est-ce que parfois il y a beaucoup de déni hein, aussi dans des dynamiques, notamment l'emprise. C'est vrai que c'est un sujet que je connais pour avoir moi-même connu une relation avec de la violence conjugale où j'étais sous emprise. Et waouh, je me dis, c'est vrai on n'aurait pas pu me sortir de là tout de suite, en fait. C'est subtil à accompagner, hein. Quand ça va pas dans la relation, ça demande aussi parfois de respecter le temps, la possibilité d'écouter la personne parler, en fait, de son vécu. Souvent, qu'en s'écoutant, on se rend compte, on prend conscience. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, justement, d'aller dire, bah, c'est pas l'autre qui te fait du mal, c'est aussi toi qui acceptes quelque part l'inacceptable.
Bon, aujourd'hui, moi, je peux le dire, et puis je me dis pour le coup, de par mon vécu, mon expérience, je me sens moins gênée de pouvoir dire ça, parce que je l'ai traversé. Et donc ça va, je sais que finalement cet homme-là en face de moi, il est venu parfaitement éclairer un enjeu qu'il était important que je rencontre. À quel point peux me dévaloriser moi-même pour accepter cette maltraitance, à quel point je reste dans ce système qui vient valider que définitivement je mérite ça. C'est étrange parce que c'était horrible en fait. Donc c'est difficile de dire merci aujourd'hui, mais en même temps, j'avais visiblement moi besoin d'aller rencontrer cet extrême-là pour me rencontrer et commencer ce chemin d'amour et de respect entre moi et moi. On commence à avoir quelques discussions, toi et moi, puis des fois, je suis pas sûr de ce que j'ai déjà dit ou pas déjà dit, mais je vais assumer que je peux radoter. Mais par rapport à ce que tu dis là, des fois, pour donner la métaphore, une métaphore, j'aime bien parler par image à mes clients en thérapie. Moi, je dis client. C'est que si tu te casses une jambe, ça fait mal. Et la douleur est pas là pour, c'est pas une malédiction, elle est pas là pour être un caillou dans ta chaussure ou pour t'empêcher d'exister. Et elle est là pour te dire, c'est désagréable et ça te dit, ça, c'est blessé, il faut le réparer. Pourquoi ce serait pas pareil dans le monde émotionnel? Waouh, C'est désagréable, ça, c'est blessé, il faut le réparer. c'est fou, hein. Et on veut se débarrasser de la souffrance, mais on veut pas réparer le bobo. On veut enlever la souffrance, comme avec des antidépresseurs, ou tu sais, je ne rentrerai pas, non, ça a de l'utilité des fois. Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Mais ouais, complètement. J'essaye de faire le parallèle, justement, c'est effectivement quand on se casse une jambe, la douleur, elle n'est pas contre nous, hein. C'est là, c'est là. Et pourquoi Ouais, pourquoi on vient pas interroger ça quand on est en souffrance émotionnelle dans une relation? Et si je ramène moi mon expérience personnelle à mon histoire, c'est-à-dire qu'effectivement là il y a l'ingrédient culpabilité qui était là et qui est venu vraiment bien nourrir en disant quand même pendant longtemps j'ai quand même accepté de croire que c'était ma responsabilité, que c'était de ma faute, c'était moi qui n'étais pas ci, qui n'était pas ça, que tout ce qu'on pouvait me reprocher, j'ai dit oui. Ah alors. Et pourtant j'étais très malheureuse, très triste. Et effectivement, si j'avais juste interrogé mon corps, mes ressentis et mon émotion sans chercher à analyser, sauve-toi de là. Et non. Mais oui, effectivement, peut-être que je peux m'améliorer, peut-être que je peux être plus ci et plus ça. Jusqu'à l'agonie, jusqu'où en fait? Jusqu'au déclic à un moment. Et Et tu je perds. crois qu'à ce Pardon, moment-là, vas-y. ouais, Vas-y. Non, vas-y. je sais plus où ce que je l'ai lu dans un bouquin aussi, on m'a dit mais est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu ressens de la joie? Tu sais, des mots qui semblent simples comme ça. Je dis la joie. Ah, la joie. Waouh. C'est loin, hein, ça fait longtemps. Non, non, pas du tout. Je suis triste, tellement triste. Et donc, c'est comme si, tu vois, ça me paraît tellement simple aussi. Mais l'indicateur, la joie. La joie est un indicateur. Est-ce que je suis en joie ou pas? Et c'est pas non plus une injonction à être tout le temps dans la joie. Mais Impossible. non, mais là, c'était tellement plus là. Et là, j'ai dit, mais mon Dieu, comment je peux aussi accepter d'être aussi triste et aussi longtemps et presque de m'en mettre responsable. Oui, responsable de rester dans une situation qui crée ça, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est... J'aime beaucoup ce que tu dis sur la joie, hein. C'est vraiment fondamental. Ouais. C'est une boussole, quoi. Tu as une boussole intérieure. Si tu suis ta joie, pas le plaisir, la pulsion, la passion, la joie, hein, c'est vraiment important de bien faire la nuance. Si tu suis ta joie, si tu écoutes ou si tu n'en as pas, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle pourrait être? Derrière la colline? Euh, En fait, la joie, c'est si tu réponds à tes besoins, tu sais, tu crées la joie. Donc, tu sais, si tu vas vers ta joie, tu vas vers tes besoins. Mm. Fait que tu crées ton bonheur. Mais donc, oui, c'est un très bon rappel de le dire. Parce que c'est vrai que ça me semble évident, mais il faut que quelqu'un le dise à un moment donné. À un Ouais. moment donné, comme on dit chez nous. Ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est vertueux. Après, la joie amène la joie, et même si, enfin, c'est pas Moi, je évident. sais que, par exemple, je sais que des fois, je suis chez moi.
j'ai pas le goût de sortir ou de... Comment je pourrais dire? Je peux me sentir fatigué, mais je sais que mes besoins relationnels, j'ai un groupe d'amis, j'ai telle personne, je sais que c'est ma joie, elle est là-bas. Si je vais me sentir rempli d'avoir eu un bon moment avec une personne. Des fois, c'est un petit peu contre-intuitif, il faut que j'aille vers ma joie. Tu sais, Hmm. mais faut que je fasse le geste. Tu sais, je sais que c'est ça que j'ai besoin. Là, je suis peut-être que je le ressens pas là tout de suite, mais ma joie, elle est là-bas. Fait que j'ai ma boussole intérieure. Puis je crée mon bonheur. Puis ma vie, elle change. Puis mes relations, celles dont sont importantes pour moi, j'en prends soin. Celles qui sont le moins, ça arrivé qu'il a fallu que j'arrose moins certaines plantes parce que pour X raisons, ça me fournissait pas de joie. Hmm. Ça peut paraître un petit peu égocentrique, tout ça, dit comme ça, mais l'objectif, ça reste de créer sa vie et d'être heureux en bout de ligne. Fait que si tu suis la boussole de la joie, je pense que tu risques moins de te tromper que si tu suis la boussole de ta peur de perdre, de ta peur de blesser, de ta Et culpabilité. ouais. Ce que j'entends, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est aussi, bah, comme tu te connais bien aujourd'hui, tu sais mieux les espaces où tu rencontres la joie. Donc, Exact. youpi, de pouvoir s'en souvenir et de créer ça en attendant que ce soit un état de joie permanent dans, Ça dans la n'existe vie. pas, ça. Euh, oui, voilà. Après, on meurt, en Impossible. fait. On est réalisé, on peut mourir. Mais J'y crois aucunement. C'est drôle parce que je pensais à une anecdote. Je sais pas si je te coupe là. c'est pas grave. Je Non, te non. coupe. J'ai un truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, il y a un truc que je voulais dire. Mais ouais, vas-y. Bon, écoute, en tout cas. Mais c'est parce que c'est quand même rigolo. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, parce que tu parles de joie, de félicité, puis d'être accompli. J'ai, dans mes pérégrinations au Canada, eu la chance de rencontrer un chef de nation autochtone, Première Nation en Nouvelle-Écosse, de la nation Mi'kmaq. Un chef héréditaire qui a une aura internationale, tu sais, qui a déjà rencontré Bill Clinton, Tony Blair à l'époque, dans les années Ah ouais. 90, qui faisait partie des... En tout cas, bref. Puis qui me raconte une fois, la fois où il a rencontré le Dalai Lama. Et le Dalai Lama, il se retrouvait dans une petite cour, je sais pas exactement où, mais et il discutait. Et il y avait un chat qui miaulait, qui faisait comme qui les couvrait un peu leur discussion. Puis le Dalai Lama a pris un caillou, puis il l'a jeté sur le chat. Mais c'était pas avec intention de le viser à la tête puis de le tuer, mais c'était juste, il n'avait même pas visé le chat comme ça, mais c'était pour comme dire au chat, va-t'en. Et je trouvais ça vraiment très symptomatique que Dalai Lama ça puisse lui casser les couilles, le chat Ouais, ouais, qui couvre la ouais, ouais. discussion. Et il peut être frustré, il peut être un petit peu déclenché. Tu sais, t'es pas, ça n'existe pas un état de joie permanent. Même le Dalai Lama, un chat qui miaule, ça va l'emmerder s'il n'a pas envie à ce moment-là, qu'il a envie de discuter. Fait qu'en tout cas, juste pour dire que l'objectif de la thérapie, c'est pas de ne plus souffrir, c'est de savoir comment souffrir. Hmm. Je parle et de régler la jambe cassée, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est. Enfin, je sais pas, ça me semble important presque de le redire. C'est pas parce qu'on chemine, parce qu'on se connaît mieux qu'on ne souffre plus. Mais pour moi, ça n'a plus la même saveur. Pourquoi, comment? Bah, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je ne me sens plus jamais victime. Euh, des fois, j'ai mal, des fois, j'ai peur, des fois, je suis triste, des fois, je doute, des fois, je m'effondre. Maintenant, quand ça m'arrive là, grâce au chemin de thérapie, au chemin de connaissance de moi, au chemin d'amour entre moi et moi, quand ça m'arrive, mais je prends un temps d'observer, pas forcément même de comprendre, de ressentir, de traverser, après si de comprendre, parce que moi j'ai ce truc-là aussi, hein, je suis quand même pas mal dans l'analyse, ça m'aide. Me dire c'est quoi le message? Et puis ça passe. Et puis je suis cyclique, et d'accueillir cette dimension-là, c'est pour ça aussi, je communique un peu sur les réseaux, et j'aime pas non plus l'idée de montrer tout le temps que ça va bien, parce que ça met la pression un peu, je trouve. Oui, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai en fait. Impossible, ouais. C'est de la vente mensongère de dire que c'est possible. C'est pas vrai et en fait c'est aussi vrai. Je sais pas comment le dire, c'est-à-dire que plus jamais je pourrais vivre les mêmes intensités de souffrance que j'ai vécues avant, je Oui, pense. oui, oui, complètement. Oui, oui. Pourquoi? C'est la Parce que différence, c'est que tu sais gérer, quoi. C'est que ouais,
Parce que je ne donne vraiment presque plus. Ah, ça arrive encore, faut pas exagérer. Hein, j'allais dire, je suis pas le Dalai Lama, même le Dalai Lama. Mais je donne vraiment très peu mon pouvoir à l'autre de me faire du mal. Mm. Tu as récupéré ton pouvoir sur toi. J'ai récupéré mon pouvoir. Donc j'ai à cœur aussi d'accompagner les personnes à récupérer leur pouvoir. Ouais. Moi, par rapport aux hommes, j'ai envie ma mission, c'est un peu de les aider à récupérer la liberté d'être soi. Parce que les hommes, on a l'impression qu'ils sont libres, là, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On vit dans un monde patriarcal, l'homme blanc, hétéro, tout ça, comme en haut de la chaîne alimentaire. Oui, mais ils- les hommes sont beaucoup coupés de leur monde émotionnel, puis ils sont pris dans des conditionnements masculins. Ils sont pris dans des rôles familiaux, des rôles, la honte d'exprimer leur sensibilité, la culpabilité, toutes des choses qui leur font tomber dans des comportements défensifs, donc la colère, le contrôle, la domination, parce qu'il y a tout un tas de souffrances à l'intérieur qui sont même pas conscients qu'ils vivent. Et c'est ces comportements-là qu'on dénonce. Moi, j'ai envie de rendre les hommes plus libres en leur permettant d'unifier leur vulnérabilité et leur force pour être des hommes complets, intègres, intelligents émotionnellement, parce que c'est la seule façon qu'ils vont pouvoir s'accomplir dans leur intégralité. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, c'est ça mon projet, moi, mon petit projet. Après, j'ai réfléchi à ta question, je sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que moi je te reçois en fait aussi, quand tu parles, ça résonne. Et tu vois, je veux bien croire aussi maintenant dans cette dimension-là de, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, dans notre posture, il y a aussi tout ce qu'on a vécu, traversé, compris, conscientisé nous-mêmes. Je m'entends parler, des fois je me dis, ouais, ça va peut-être faire un peu perché, et en même temps pas du tout. C'est-à-dire que bah, au-delà des mots, il y a une vibration. Ce que tu dis, il y a ce que tu as vécu en fait. Donc c'est plus que de la théorie. Ça passe dans d'autres plans de dire bah ouais en fait ça marche, c'est possible, la preuve, regarde, ça se ressent, ça se perçoit et je veux bien croire en fait que il y a plein d'informations qui passent autrement dans une séance de thérapie que des conseils, même si c'est Oui, important ou aussi. comme du chat GPT, ou tu sais, Ouais, j'ai un gros. En tout cas, on n'ouvrira pas cette porte-là parce qu'on arrive à la fin, mais ouais. on arrive. Et je suis bien d'accord que, en tout cas, mon expérience de vie, j'ose espérer qu'elle transparaît quand j'en parle parce que j'ai, c'est tellement de recherche. Puis j'aime pas trop le mot travail sur soi, bizarrement. Je comprends ce que ça veut dire travail sur soi. Puis j'ai des formateurs qui ont utilisé beaucoup ce mot-là, le travail sur soi. Mais je trouve que ça fait un peu laborieux, le travail sur soi. J'ai Ouais. toujours suivi Ça cette vient de là, hein, quête-là, je crois hein. d'ailleurs, étymologiquement, je crois, travail, labeur. Mais C'est torture, je pense. ah oui, torture, ouais. Ouais, ouais. En latin ou en grec. En tout cas. Mais ouais, donc aujourd'hui, je vois plutôt tout ce travail-là, la thérapie, plutôt comme un espace de libération, comme d'enlever des sacs de sable de la montgolfière, d'enlever les poids aux chevilles. Tu sais, c'est plus un travail de joie, un travail de... Ah, parce que toutes ces années que j'ai passées à travailler, ça a été... à travailler sur moi, ça a été plus un... C'est comme je deviens de plus en plus libre. Tu sais, je sors de mes prisons, de mes conditionnements, de mes croyances, de mes peurs, puis ma vie se transforme. Et c'est génial. Ah mais C'est c'est pas génial. forcément On a l'image un peu de la thérapie ou du travail sur soi comme étant quelque chose qu'il faut qu'on s'ouvre les tripes, puis que... Alors oui, il y a des moments où quand on met le doigt sur la fracture de la jambe, ça fait mal. Mais la récompense, c'est quand même son identité. C'est comme tu sais, mon affirmation, ma liberté, mais authentique, là. L'objectif, c'est pas de récupérer du pouvoir sur l'autre, c'est de récupérer du pouvoir sur soi. C'est Hmm. ça, le travail. Quelle Ouais. libération. Et ça m'amène encore plein de choses, mais il faut que je fasse attention à pas trop développer dans le timing aussi. Mais tu vois, je me rends compte aujourd'hui, moi, quand il m'arrive une intensité émotionnelle encore désagréable, et j'arrive même à me dire, chouette, j'ai un truc, euh, j'ai un truc à aller regarder, à aller observer, comme si là aussi c'était presque un jeu. Enfin, ça peut être choquant hein, de l'entendre comme ça, mais
Ah, ok, waouh, oh là là, mais j'avais pas encore vu ce dossier-là, là, qui vient de s'ouvrir. Ok, on y va, on y va, je m'en occupe. Et donc, opportunité de, d'un allègement supplémentaire. Mm. On arrive à la fin, me semble, hein, c'est Ouais, ça, hein? on arrive à la fin. Bah écoute, voilà, le thème de la communication dans le couple, effectivement, on est allé dans le partage, développer nos expériences respectives. Peut-être que je ne sais pas si j'ai vraiment un conseil de comment communiquer dans le couple, si ce n'est toujours pour moi de revenir à soi. C'est-à-dire, voilà, moi, comment je me sens quand il y a ça, comment je perçois. C'est cette fameuse, un peu ce qu'on dit, la communication non violente, même si ça aussi, ça a ses limites, je trouve, parce que parfois, il faut dire les choses, mais qu'est-ce que ça me fait moi. Et je sais qu'il y a un livre très connu en développement personnel qui m'aide beaucoup quand même encore, là, c'est les 4 accords Toltec. Et notamment, je trouve que dans la relation, un des accords importants, en tout cas aussi pour moi, c'est ne fais pas de suppositions. Comment je fais pour ne pas faire de suppositions? Eh bien, je demande. Parce que forcément, s'il y a un silence, s'il y a un éloignement, s'il y a de non-réponses, c'est là. Alors peut-être que c'est plus féminin que masculin, mais je crois que c'est les deux quand même. Dire, waouh, mais pourquoi elle m'a pas répondu? Pourquoi il fait ci? Pourquoi elle a mis 3 petits points? Pourquoi machin? Enfin, tu sais tout ce qu'on peut. Demande, demande. Après, si c'est compliqué de demander, bah là on va aller creuser aussi pourquoi c'est compliqué. Parce que l'idée c'est qu'on puisse demander en sécurité à l'autre. Et si ça coince à cet endroit-là, mais ouais, ne fais pas de suppositions. N'en fais pas une affaire personnelle. Et forcément, celui-là aussi, il est très fort. Mais tu vois, je trouve qu'avec ces 4 accords Toltec, ça me. Je les ai toujours en mantra, quel que soit le type de relation. Génial. C'est honnêtement, je suis très rejoint, puis très aligné avec ce que tu viens de dire, là. Moi, dans mon vocabulaire, on appelle ça faire des vérifications. Je veux Ouais, vérifier quelque chose avec toi. Est-ce oui, que c'est important pour toi en ce moment? Mais oui. Ah, ok, je suis sécurisé. Tu as eh oui, besoin de te sécuriser, tu as été en prendre soin. Plutôt que d'entretenir une espèce d'anxiété latente qui a un impact sur la relation parce que tu es toujours un petit peu pas sûr, tu vas ça vérifier. C'est demande. vrai que c'est pas facile à faire. On n'est pas habitué à faire ça. C'est pas facile, puis ça demande d'être prêt à accepter. Bah oui, t'as raison. Je sens plus le lien, je m'éloigne. Il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, ça demande aussi de d'oser entendre ça. Ce qu'on n'a pas envie d'entendre, parfois. Exact. Mais oser demander, même si la réponse n'est pas celle qui est attendue, justement. Et pour les hommes, c'est encore plus difficile parce que alors là, il faut identifier qu'eux, ils ont des peurs déjà. Ah oui, Tu sais, il y a quand c'est on parle aux hommes de peur, les hommes ils s'imaginent ah, quelqu'un m'attaque. Mais tu sais, la peur de perdre l'autre, c'est pas quelque chose que tu identifies facilement là. Si ta femme est un petit peu, je sais pas pour X raison, ça marche moins, ouais, ouais. s'arrêter et dire à l'autre, hey, j'ai peur de te perdre en ce moment. Oh là là. C'est fou, c'est vaste. C'est vaste parce qu'effectivement, ça m'amène. Mais ouais, parce que parfois demander, mais qu'est-ce que je réponds? Enfin, c'est tellement. Tu sais, c'est quoi? Ça m'amène à la suite, c'est-à-dire qu'après, il y a aussi des espaces de thérapie de couple. Et ça peut être aussi vraiment une bonne idée d'avoir une tierce personne neutre. Ou C'est deux ça. Au tierces passage. personnes. Hein? Non, vas-y. Non, parce qu'en fait, tu vois, moi, dans mon idéal de thérapie de couple, c'est un homme et une femme qui accompagnent un homme et une femme. Parce que Ah, forcément, il y a cette différence de perception, de sensibilité. ah ouais, hein, ok. Parce que je commence ma spécialisation en couple en septembre, moi, Ah, génial! une année de formation pour avoir cette corde-là à mon arc. En tout cas, je pense que là, on arrive à l'heure, mais Ouais, ouais, on ouais. sort pas de tout ça, mais c'est intéressant, un homme, une femme. Un homme, une femme qui accompagne un homme, une femme, ou un homme, ou une femme, en tout cas. Un homme, deux thérapeutes? Bah, l'idée, c'est que ce soit deux thérapeutes et un homme et une femme. Dans ce que j'ai pu percevoir, comprendre, voir une fois. Parce qu'on a beau dire, on a quand même effectivement, bah voilà, parfois plus d'affinité, soit avec l'homme, soit avec la femme, en fonction de la sensibilité de qui a la dominance, peut-être. Donc ça amène encore plus d'objectivité. Mais ça marche aussi si c'est un thérapeute seul, face à un couple, heureusement. Mais ça, c'est un idéal que j'ai moi, dans ma vision d'accompagner des couples. Je trouve ça super. Qu'en face aussi, ce soit
On va remettre en place ça dans un futur proche. Ah ça, ouais, ouais, c'est sûr. C'est tellement un espace important. Enfin, important, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour moi, l'espace du couple, oui, c'est un, un espace très puissant de réconciliation avec soi, avec l'autre, avec le monde. Enfin, là, on a un espace tellement riche à accompagner. Mm. On arrive au bout, voilà. On est 1 heure pile là. Allez, on va pouvoir se dire au revoir, comme ça on tient le timing. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Claudia. Et puis à bientôt. J'ai l'impression qu'on s'est dit des trucs cool. J'espère que ça va aider les quelques personnes qui vont nous regarder. Mais merci pour cet espace-là. J'ai l'impression d'avoir pu ouvrir mon livre. Puis même moi, d'en parler, ça m'a permis de réviser un peu des notions, tu sais, de les dépoussiérer un peu. Et ouais, Euh, ouais, ça m'a fait beaucoup du bien d'en parler. Puis j'ai aimé ce moment avec toi. moi aussi j'aime beaucoup. Et bah ouais, ne soyons pas dupes que euh, on est au service de ceux qui viendront nous écouter, mais en même temps, bah on se fait plaisir. Enfin, on est dans la joie, tiens, justement. Et donc, ça c'est chouette. Génial. À Bye. bientôt. Bye bye. C'est où? Zut, je trouve pas le stop.